Qu'est-ce qui t'a le plus aidé quand tu étais vraiment dans le creux de la vague ? L'amour. En plein milieu de la Méditerranée, donc la mer, je ne voyais plus aucune des deux rives. C'est là où j'ai eu ce sentiment de fragilité vis-à-vis du monde. C'est là où j'ai réalisé que finalement, les êtres humains, on est tout petits. Et je pense qu'il faut une raison personnelle aussi pour avoir envie de se réveiller tous les matins. Pour moi, cette paire de chaussures, c'est vraiment un hymne à la vie. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Aujourd'hui, avant de vous présenter Christina, je voulais faire une petite intro Octobre Rose, puisque nous sommes en plein dedans au moment où j'enregistre cette intro. Tout le monde n'écoutera bien évidemment pas ce podcast en octobre, mais je trouvais que c'était important de partager quelques impressions par rapport à ce mois rose. Un mois tout rose, rose dragée, rose bonbon, du rose partout, la Tour Eiffel, le Capitole, l'Empire State Building, l'Atomium, des flyers roses partout, des nœuds roses, mais c'est loin d'être rose tous les jours. Cette année, j'ai trouvé que la médiatisation autour de ce fameux mois rose était presque un peu excessive. Mais peut-on parler d'excès quand il s'agit d'insister sur le dépistage, quand on sait qu'il y a encore 50% des femmes qui ne se font pas dépister dans les pays où il est facile et gratuit de faire sa mammo ? Pourquoi ? Franchement, pourquoi ? Sur le réseau, on a beaucoup parlé de pinkwashing, qui est un terme utilisé pour accuser certaines entreprises d'utiliser le cancer du sein comme levier marketing. Mais bon, l'idéal serait que ces marques s'engagent toute l'année ronde pour de belles causes. Mais si tout ce mouvement mondial permet d'augmenter la sensibilisation, alors je dis oui. J'ai juste un petit pincement au cœur pour les femmes qui ont d'autres cancers, aux pronostics plus défavorables, comme le cancer des ovaires par exemple. Vous avez déjà entendu parler de Septembre turquoise, qui est le mois de sensibilisation au cancer des ovaires ? Non, j'imagine. Mais voilà, c'était juste pour dire que je pensais à toutes les autres et qu'il n'y a pas que le cancer du sein. Cancer du sein qui est qualifié de cancer féminin, mais il est important de rappeler qu'un cancer du sein sur 100 est un cancer du sein masculin et que les traitements sont nettement moins adaptés pour eux. Les messages cruciaux de ce mois rose sont le dépistage, l'autopalpation et l'importance de la recherche. N'oublions pas l'importance de celle-ci. Elle avance à grands pas, mais on a encore du chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire, notamment pour comprendre pourquoi un cancer du sein métastase ou pas, ce qui est l'objectif de la fameuse étude Aurora qui est menée par Big Against Breast Cancer. Vous savez, comparé aux années 70, la mortalité due au cancer du sein a baissé de 40% et les chances de guérison ne font qu'augmenter. Tous ces nombres restaient finalement très abstraits pour moi jusqu'à ce que le coup de massue me tombe sur la tête. Le grand public pense que c'est une maladie sous contrôle et un cancer qui se soigne très bien. On entend même parfois un petit cancer. Alors effectivement, détecté à temps, il y a plus de 90% de chances de guérison. Mais un nombre absolu, il reste le cancer qui tue le plus. Il emporte encore 700 000 femmes par an. Alors maintenant, passons à Christina. Chaleureuse, accueillante, souriante, hypersensible, artiste, amie. Elle n'avait que 40 ans quand elle a appris son cancer du sein. Comment vais-je faire avec mes filles ? Comment vais-je faire pour les gérer, les conduire à l'école, continuer à faire tourner la maison ? Des questions si légitimes quand la nouvelle nous tombe dessus avec des jeunes enfants. Comment vais-je faire aussi avec mon business ? Des questions aussi légitimes quand on est entrepreneuse. Christina nous ouvre son cœur avec cette chaleur libanaise que j'aime tant. Elle nous raconte, avec les yeux pleins d'émotions, comment elle a traversé cette épreuve du cancer et comment ce combat l'a amenée à être plus douce envers elle-même, à exprimer sa gratitude d'être en vie, à être plus humble et finalement à se recentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel finalement ? Elle nous parlera de toutes ces petites joies qui l'ont fait avancer et de toutes ces créations magnifiques. Christina, palestino-canado-libanaise, je suis pas si sûre qu'on dise comme ça, a découvert sa vocation pour l'accessoire en déclinant à 23 ans une petite ligne de ceinture inspirée d'une série que lui avait offerte une grand-mère très coquette. Le succès lui ouvre les portes de l'atelier Johnny Farah. Son parcours jusqu'à la création de la griffe Kinamania passe par une dynamique de recherche d'histoire et de symbolique.
Ah, que j'aime les histoires et les symboliques. Elle nous expliquera toute l'histoire de ces chaussures à histoire vendues au profit de la Fondation Fournier-Majoie qui finance la recherche contre le cancer. Je ne vous en dis pas plus sur ces chaussures extraordinaires qui sont un véritable hymne à la vie et qui l'ont aidé à avancer dans son combat. Ça vaut vraiment le coup de passer et dire bonjour à Christina. Vous y serez accueillis chaleureusement avec un bon café et en 2 secondes, vous referez le monde avec elle dans son arrière-boutique et au son des musiques qu'elle aime. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle journée. Bonjour Christina. Bonjour Delphine. Écoute, je suis vraiment très honorée que tu aies accepté de venir témoigner sur le podcast N'être princesse, devenir guerrière. Alors, comme on fait d'habitude, toujours un petit contexte de présenter ton âge, tes nationalités, parce qu'on a quand même une invitée internationale, et moi j'adore parce que ça me fait voyager, ta famille, tes enfants, un petit peu peut-être de ton histoire avant cet événement qui a chamboulé ta vie. Et puis voilà, tu commences où tu veux, tu termines où tu veux, tu nous emmènes où tu veux. Ok, ça marche. C'est beaucoup de questions là. Oui, c'est beaucoup de questions en une fois, mais il y en aura encore beaucoup en cours de route. Donc, mais j'aime bien qu'il y ait un petit contexte, l'âge de tes enfants, et puis voilà, moi j'ai été frappée par tes 3 nationalités, donc peut-être un petit peu expliquer pour faire voyager tout le monde en fait. Mais... Ok. Donc voilà, j'ai 39 ans. En fait, j'aurai d'ailleurs 40 ans dans quelques jours. Ah. Donc, et quelque part, bon, je suis très touchée aussi d'être ici avec toi parce que enfin, je pense que voilà, à 40, c'est toujours un cap et je clôture quand même un chapitre assez lourd. Donc voilà, je suis très contente d'être là. C'est quand? Dis-moi la date. Le 29 mai. Le 29 mai, oui, dans 2 jours. Oui, ouais. Magnifique. Et voilà, donc j'ai 2 enfants, 2 filles, Camille et Céline, qui ont 4 ans et 6 ans. Mon mari Elias. Donc on est Elias est libanais, donc ça fait 6 ans que j'habite la Belgique, donc j'ai emménagé ici en 2015 et voilà, donc je suis libanaise, donc mon père est libanais, ma mère est canadienne palestinienne, donc voilà, je suis canado-palestinienne. Oui, je sais pas comment on dit voilà. Comment on dit tous les 3. Où est ton home sweet home? Home sweet home, je dirais... Enfin, au fait, mon home sweet home de cœur, je pense que c'est le Liban, parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tous mes repères, c'est là où j'ai ma famille et tous mes amis. Mais je pense que la Belgique devient tout doucement, it's an acquired home. Donc, parce que voilà, je construis mes repères, j'ai rencontré de très belles personnes et je trouve que c'est un très beau pays, très très beau pays. Et c'est pas parce que le pays est beau, mais bien qu'il est bien plus vert que chez nous. Oui. Même en ville, c'est très très vert. Et d'ailleurs, une des premières choses dont je me suis rendu compte quand je suis arrivée ici, c'est que j'avais 3 parcs autour de ma maison. Et ça, au Liban, ça n'existe pas, à Beyrouth. On a très très peu de parcs. C'est très ville. Donc c'est très très ville, c'est très urbain. Dès qu'il y a un petit terrain, voilà, on construit des immeubles. Alors qu'ici, voilà, il y a du vert partout et je trouve ça magnifique. Et donc là, ça fait 6 ans en fait. Et là, ça fait 6 ans que je suis là. Ben voilà, peut-être un peu ton métier. Je sais pas où tu veux commencer en fait, ton métier ou l'événement qui a chamboulé ta vie. Voilà, comment est-ce que tu veux expliquer les deux? Donc je suis de formation. J'ai fait des études de marketing, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais je pense que les différentes expériences de vie que j'ai eues m'ont menée à travailler le cuir. Donc j'ai commencé par travailler, j'ai fait des ceintures, puis j'ai fait de la maroquinerie et aujourd'hui je fais des chaussures. Et donc j'ai lancé un projet qui s'appelle Kinamania, où je fais des chaussures à histoire. Ce que tu aimes bien, tu m'avais déjà dit. Les chaussures à histoire, les storytelling shoes. Et donc voilà, donc je fais des chaussures à histoire parce que chacune s'inspire d'un modèle qui est historique ou culturel, que je revisite à ma façon avec voilà ma petite touche design. Et aussi à travers chacun de ces modèles, souvent je fais des collaborations où je raconte l'histoire d'un artiste, d'un artisan ou d'une ONG. Donc c'est plus le travail ou manuel ou voilà le talent d'une personne. Oui, alors moi j'avais été donc très frappée par toutes ces ONG que tu faisais travailler. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Il y avait des femmes syriennes qui brodent des chaussures. Tu peux un peu nous expliquer les autres? Oui, donc sur une de mes lignes de sandales qui est inspirée d'un modèle espagnol, justement, j'ai travaillé avec 2 ONG, étant d'origine libanaise, donc j'ai travaillé avec une ONG qui travaille avec des réfugiés syriennes, donc des femmes dans des camps qui subviennent aux besoins de leur famille, voilà, en leur faisant broder. Et donc, ce sont de très jolis dessins naïfs,
mais qui en soi ont une signification un peu plus lourde que l'esthétique de leurs dessins, parce qu'au fait c'était suite à la guerre de 2017 à Alep, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont été déplacées. Donc voilà, ce sont les rêves des enfants de déplacés qui ont été brodés sur ces sandales. C'est toujours des petites maisons en fait, ou pas toujours des petites maisons? Il y a des petites maisons, il y a aussi les poissons. Les poissons, qui s'appellent Big Fish. Pourquoi c'était si important pour toi ça donnait beaucoup plus de sens à ton projet de faire intervenir toutes ces ONG, toutes ces personnes pour broder tes chaussures? Donc en fait, l'idée, c'était soit de reverser des bénéfices à une ONG, par exemple, mais plutôt que de faire ça, je me suis dit que ce serait bien d'intégrer dans la structure de mon projet le fait de pouvoir aider des personnes. Donc en les payant pour ce qu'ils font et non pas en reversant des bénéfices de vente. Oui, ils sont beaucoup plus impliqués en plus. Et puis tu sais où ça va en plus, l'argent. Donc maintenant, on va passer à l'événement qui a chamboulé ta vie. J'étais très marquée quand tu as dit, mais il n'y avait aucune raison, il n'y avait aucun antécédent, on n'était jamais malade. Et voilà, comment ça s'est passé? Peut-être brièvement comment tu l'as appris, et puis on va pas passer sur les détails médicaux, peut-être juste tes traitements, comme ça. Voilà, les gens connaissent un peu le contexte, mais comment tu as vécu tout ça? Donc, je viens d'une famille où on a de bons corps, je vais dire. On a de bons corps, oui. En pleine santé. On est sain, on est en pleine santé, on a très peu eu de maladies. Enfin, je touche du bois et je ne les souhaite à personne. Mais donc, il n'y a pas eu de cancer en famille. Aucune des femmes qui étaient avant moi avait eu de cancer. Enfin, en 2019, début 2019, au fait, j'avais une petite boule dans le sein gauche. Et donc, quand j'en avais parlé à mon gynéco, il m'a dit que ce n'était probablement pas grand-chose, surtout que ma mère avait déjà beaucoup de kystes. Et donc, je savais qu'elle avait des kystes depuis très, très longtemps. Donc, il m'a dit que ça devait être probablement je pense qu'il appelle ça un fibroadénome. Oui. Donc, voilà, quelque chose de bénin. Mais il m'a dit, dans 6 mois, on va refaire un check pour voir ce qui va se passer. Donc, c'était une boule qui faisait à peu près... je pense 6 mm de large, de diamètre à peu près. Mais 6 mois après, ça avait quasi doublé de volume. Je pense qu'on était à 1,5 ou 1,8 mm. C'est déjà sérieux. Oui. Et donc, du coup, on a fait la biopsie. Et ça, c'était justement le 29 octobre. Et puis le 4 novembre, j'ai eu le résultat disant que c'était un cancer. Boum. Ouais. Boum. Et là, traitement lourd, hein? Donc, au niveau des traitements, donc c'était chimio, opération et radio. Donc, j'ai eu 16 chimios. Donc, j'ai eu les 4 grandes chimios là, qu'on appelle les EC. Oui. Et puis les 12 taxols. Et puis les 12 taxols. Et puis, j'ai fait de la herceptine aussi. Oui, parce que c'est un HER2 positif. Oui, tout à fait. Je me souviens que tu m'avais dit, j'étais terriblement invincible, je me sentais invincible avant. Alors, c'est un mot qui me parle parce que je l'ai beaucoup écrit dans mon livre et dans mon blog, et j'avais une espèce de sensation d'être invincible. Et quand on demande aux gens, les gens qui n'ont jamais été malades, ont cette sensation d'être invincible. Oui, invincible, oui, c'est vraiment... je pense que j'ai les émotions qui montent. Là. Elles peuvent monter, oui. Hein. Elles peuvent monter. Je pense que je m'y attendais pas. Venant d'une famille où, comme j'ai dit, j'ai un corps sain, j'ai jamais vraiment eu d'excès. Et sur la checklist de tout ce qu'on fait pour ne pas avoir un cancer, je checkais tout. Oui. Donc, je pense que la première chose, c'était vraiment un état de choc énorme. Mais après, quand j'ai réalisé qu'une femme sur 8, à l'époque, on m'avait dit une femme sur 8, mais aujourd'hui, on dit une femme sur 5 a le cancer. Donc, j'ai pas eu ce sentiment d'injustice. Sur 4, oui. Un cancer au sens large. Au sens large, oui. Donc, je pense que j'ai jamais ressenti ce sentiment d'injustice. Donc, il y a pas mal de personnes qui me disent oui, mais pourquoi? Si j'étais toi, j'aurais trouvé que c'était injuste. Mais au fait, non, parce que je me dis, si on est 25% de la population à avoir un cancer chez les femmes, Oui. Il n'y a pas d'injustice, mais il y a juste une incompréhension. Donc, pas ce sentiment d'injustice, mais ce sentiment de colère quand même. Parce que ayant 2 petites filles, je pense que la première chose à laquelle on pense aux gens qu'on aime. Et si on a des enfants, on se dit... Et surtout, mes filles sont toutes petites. Quand j'ai eu mon cancer, elles avaient 3 et 5 ans. Ouais, difficile. Donc là... Et avec toutes les... comme j'avais eu personne autour de moi qui avait eu un cancer, donc... Aussi jeune, évidemment. Oui. Oui, mais surtout, tu sais, les effets, quand on parle de chimio et tout ça, on dit que les gens sont malades et que t'as tu te sens mal. Et je me disais, mais comment je vais faire avec mes filles? Donc, je pense que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était pas vraiment ce sentiment de... Donc, c'est plus par instinct de survie, par responsabilité vis-à-vis de ces 2 petites,
Donc de me dire, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais être capable de me réveiller le matin? Est-ce que je vais pouvoir assurer? Je veux pas non plus qu'elle me voie étendue pendant 6 mois sur un lit, à ne pas être là pour ou les prendre à l'école le matin ou bien les mettre au lit le soir. Donc je pense que ma première crainte, c'était celle-ci, et c'était aussi ma première peur. Et je me disais, mais est-ce que je vais être capable de le faire? Et le fait que tu sois loin de ta famille, arrivant comme ça dans un nouveau pays, pas assez récemment, mais enfin ça fait pas si longtemps, ça t'a aussi un petit peu angoissé de n'avoir personne autour de toi ou Je pense que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Bon, mes parents sont très mobiles, donc du coup, j'ai appelé mes parents naturellement. Ma mère est venue, elle a passé les 3 premières semaines avec moi où on a fait toute la série de traitements, d'examens, enfin tous les examens, les suivis, etc. Donc j'étais pas seule. Et mon mari qui était là aussi, qui a été. Je pense que c'est difficile aussi pour un conjoint d'assurer et d'être aux côtés parce que bon, c'est aussi très prenant. On a tendance à un petit peu les oublier, mais on les oublie. J'ai invité quelqu'un sur le podcast, une femme dont le mari était malade et qui entendait énormément d'injonctions, sois forte pour ton mari. Donc c'est elle qui a plongé. Oui. C'est difficile, oui. Donc j'en profite pour dire merci à Elias. Voilà, c'est bien. Et voilà, ce sentiment d'invincibilité, c'est comme si tout s'écroulait. C'est comme si je me sentais comme un petit grain de poussière comme ça qui pouvait s'envoler et disparaître du jour au lendemain. Parce que voilà, quand on se réveille le matin, qu'on est super dynamique, on fait plein de choses, et puis bon, je suis quand même assez active. Donc, et de se dire que tiens, je peux plus faire ça et que tiens, je peux. En fait, c'est surtout, je pense que l'idée de la mort. Je pense que j'avais jamais réalisé que l'idée de la mort pouvait taper à la porte aussitôt. Donc, je pense que ça aussi, c'est un coup. Donc, t'as tout de suite pensé à ça. Oui, je pense que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était à ça. Ensuite, instinct de survie. Bon, qu'est-ce que je devais faire pour mettre en place un train de vie qui fait que je pourrais, j'espère, assurer. Donc, j'ai eu de la chance d'être très bien entourée, très bien conseillée. Donc, au niveau des traitements, bon, j'ai été soignée à la clinique du sein de Saint-Pierre, CHU Saint-Pierre. Donc l'équipe est vraiment incroyable. J'ai aussi on m'avait parlé d'une nutrithérapeute qui était exceptionnelle. Donc j'ai vraiment suivi à la lettre tout ce qu'on me disait. Tout ce qu'on t'a conseillé, quoi. Et finalement, je suis là aujourd'hui. J'ai pas eu, les résultats. Magnifique, en pleine forme. Et d'ailleurs, j'ai une mammo la semaine prochaine aussi. C'est la première mammo de contrôle. Ouais. Ça, c'est des journées un petit peu particulières, en fait, qui sont très très lourdes d'émotions. Mais et donc tu as encore de l'herceptine maintenant ou tu as fini? Non, j'ai fini ma dernière il y a 1 mois. Ouais. Oui. Je me souviens que tu m'avais parlé d'une petite expérience dans la mer. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça m'avait fort marqué. D'invincibilité, oui. J'avais trouvé ça... mais moi, j'adore les images. Donc c'est ça que je retiens. Justement, j'avais une expérience en mer quand je dois avoir 20, 22 ans. Et donc, j'avais eu la chance de pouvoir faire Tunis-Rome en bateau. Et donc, on s'est retrouvés dans la Méditerranée pendant 4 jours. On était 4 filles sur un voilier. Et en plein milieu de l'océan, un jour, en plein milieu de la Méditerranée, donc la mer, je ne voyais plus aucune des 2 rives. Et c'est là où j'ai réalisé que si on disparaît, on disparaît. Donc, c'est là où j'ai eu ce sentiment de fragilité vis-à-vis du monde. C'est là où j'ai réalisé que finalement, les êtres humains, on est vraiment... On est tout petits. Hein. On est tout donc, petit, la sensation d'invincibilité est vraiment... elle est dans le cœur, elle est dans le corps, mais on reste tout petit. Et donc, mais je pense qu'on a beaucoup d'impact pour les gens qui sont autour de nous, et c'est là où on réalise que c'est vraiment des petites bulles au fait qu'on se crée. Alors moi j'ai été très très touchée par le fait que tu aies voulu donner encore plus de sens à ton projet, et je voulais que tu parles de cette fameuse chaussure dont tu as décidé de verser les bénéfices à la fondation Fournier Ma Joie. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Pourquoi est-ce que la recherche est importante pour toi? Et puis tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la chaussure. Les gens verront, les auditeurs verront sur ma page de site l'histoire de cette chaussure, il y aura ton petit film. Mais voilà, pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça? C'est ça que j'ai envie d'entendre. Pourquoi est-ce que tu veux soutenir la recherche et en fait finalement aider toutes les femmes? Donc en fait, quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, le projet Kina Manière, c'est un projet qui me tient à cœur parce que étant entrepreneur, quelque part, c'est un peu comme un 3e bébé. Donc, j'ai vraiment envie que ce projet réussisse et continue. Quand on m'a annoncé ce cancer, j'avais 2 choix. C'était soit je me fais soigner et puis je laisse tomber un petit peu mon projet de côté, soit je continue pour pouvoir avancer. Et en tant qu'entrepreneur, si on laisse tomber, on perd énormément. Ouais. Donc, je m'étais dit que il fallait absolument que ça continue et que ça me donnait aussi une raison de me réveiller tous les matins parce que
Bon, j'ai une super famille, oui, mais je pense qu'il faut une raison personnelle aussi pour avoir envie de se réveiller tous les matins. Et donc voilà, j'ai décidé d'aller de l'avant avec ce projet, dont justement une collaboration que j'avais avec une très bonne amie, Lara Kaptan, qui est aussi créatrice de caractères arabes, typographe. Et donc, on avait déjà parlé de collaborer ensemble sur une chaussure, mais on n'avait pas vraiment été de l'avant. Et donc, quelques semaines après que j'ai appris ce cancer, donc j'ai appelé Lara, je lui ai dit, écoute, je tiens quand même à ce qu'on continue à travailler ensemble sur cette chaussure. Et donc, bon, elle a été très touchée du fait qu'on ait décidé de continuer. Et pour elle, ce que je trouve super, c'est parce que comme, bon, justement, j'ai eu tous mes traitements en temps Covid. Donc, pour elle aussi, c'était impossible, quelque part, pour elle de venir me voir donc vous avez et de me tout soutenir. fait à distance, donc, on a tout fait à distance. Et pour elle, elle a dit que c'était une façon d'être à mes côtés et de me soutenir dans toute cette épreuve difficile. En cherchant une idée de départ pour la collaboration, elle s'est dit que de s'inspirer de la racine des arbres, qui sont un peu comme l'origine de la terre, tout comme les femmes, quelque part, qui sont un peu l'origine. Oui, tout à fait. Donc les racines, c'était très symbolique. Et c'est vrai que sur la chaussure, on voit tous ces mouvements, je trouve, ça s'inspire un petit peu. Oui, c'est comme les racines entrelacées. Oui. Tu vois, donc en fait, l'idée, c'était, elle a surtout travaillé, elle a recherché plein de mots, au fait, des mots qui se réfèrent à notre amitié, à tout ce qu'on a fait ensemble, mais aussi des mots de tout ce qu'on fait finalement, parce que des chaussures, on les met aux pieds et c'est avec elles qu'on parcourt le monde. Donc c'est un peu tout ce qu'on fait quand on a nos chaussures aux pieds. Donc autant on peut danser, parler, contempler, mais c'est tous des mots qui expriment la vie. C'est des mots qui expriment la vie. Donc c'est tout à fait, c'est un hymne à la vie. Donc pour moi, cette paire de chaussures, c'est vraiment un hymne à la vie. Et est-ce que tu dirais que ce projet t'a vraiment porté? Oui, je dirais que ça en parallèle avec tout, mais je pense que c'était un groupe de petits projets pour donner naissance à Kinamania en Belgique, parce qu'au fait, Kinamania, j'avais déjà créé ma boîte au Liban, oui. À Beyrouth, mais de manière très organique, parce que ça reste, c'était ma ville, donc c'est une toute petite ville, donc voilà, du bouche à oreille, et puis finalement les ventes se faisaient. Mais depuis que j'étais arrivée en Belgique, je n'avais pas eu encore l'occasion de présenter le projet au marché, parce que voilà, j'ai eu 2 filles assez vite et assez rapprochées, puis j'ai eu un cancer, donc voilà, j'avais pas vraiment eu le temps de m'engager. Ah oui, donc en fait, l'ouverture de ce magasin, c'était au moment de la sortie de la chaussure, en fait. Oui. Et c'est au moment de l'introduction officielle de Kinamania en Belgique. En Belgique, quoi. Avec cette chaussure. Et pourquoi est-ce que tu as voulu donc la collaboration autour de cette chaussure symbolique, iconic, je sais pas comment on dit en fait, iconique en français, oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de reverser un pourcentage très très important, c'est 100 €, 100 € par paire de chaussures à la Fondation Fournier Majoie. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, je pense que j'ai beaucoup de chance. Bon, comme mon chirurgien dit, elle me dit tu n'as pas de chance, mais je dis j'ai de la chance dans ma malchance d'avoir été soignée en Belgique par un cancer, parce que je pense qu'autant, on dit que la Belgique de toute façon est très évoluée au niveau scientifique, mais je pense que surtout au niveau psychique et humain, vraiment l'apport est exceptionnel. Et j'avais vraiment envie de rendre tout ce que j'avais reçu. Oui. Et je cherchais une fondation en particulier. Oui. Et donc j'ai eu la chance via Mathilde justement qui nous avait présenté, d'apprendre au sujet d'une fondation qui s'appelle la Fondation Fournier Majoie, qui est une petite fondation familiale, et donc gérée maintenant par le fils du fondateur, Jérôme Majoie, que j'ai eu la chance de rencontrer, qu'on a rencontré ensemble d'ailleurs. Et donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils soutiennent les chercheurs trouveurs à aller de l'avant dans leurs projets oncologiques. Pour toi, ça a énormément de sens. Énormément. C'est un peu la chaussure à histoire, chaussure guérison aussi. Oui. Tu peux juste nous expliquer le petit chiffre 107, parce que j'aime bien les symboles. Oui. Et donc il y a 107 paires de chaussures. Voilà, explique-nous juste. Oui, donc la chaussure s'appelle Rima, donc j'ai 107 paires de Rima. Pourquoi 107? Parce que j'avais envie d'en faire une collection limitée, en édition limitée, et je cherchais un chiffre. Bon, je savais pas trop comment on trouve un chiffre, au fait. Oui. Et un jour, un chiffre symbolique surtout. Et donc, un jour, je me suis réveillée un matin avec le chiffre 107 en tête. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi 107? Je savais que j'aimais bien le 7, mais pourquoi 107? Et quelques jours après, je lisais un simple roman, et le chiffre 107 me réapparaît entre les lignes.
Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même 2 fois en quelques jours, c'est pas peu. Ouais. Donc, j'ai été demander à Google ce que voulait dire la symbolique du chiffre 107. Et c'est un chiffre des anges qu'on appelle et qui est aussi synonyme d'optimisme, de nouveau départ surtout. Et je me suis dit qu'il n'y a pas plus approprié que ce nouveau départ. Donc, c'est 107 paires de chaussures pour 107 femmes. Et justement, donc je vends ces chaussures en boutique. Et je les vends aussi sur mon site internet. Mais ça, je mettrai toutes les informations pour que les gens puissent te retrouver. Quels sont tes rêves maintenant pour ton projet? En fait, j'ai plusieurs questions. J'ai 3 questions. Quels sont tes rêves pour ton projet? Je vais te les reposer. On va commencer plutôt par celle-ci. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé quand tu étais vraiment dans le creux de la vague? L'amour. Je pense l'amour des personnes. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai le soutien de ma famille. J'ai le soutien d'un super groupe de copines. Justement, j'avais bien envie de le dire et de leur dire merci aussi. Tu peux en profiter, oui. Parce que comme j'ai eu 16 chimios au total, entre les 4 chimios lourdes et les 12 chimios plus légères, elles m'ont fait un cadeau pour chaque chimio. Donc, en fait, elles m'ont offert tous les paquets, donc 16 paquets. Et donc, je devais, les matins des jours où j'allais en chimio, je devais prendre ce paquet avec moi et je devais l'ouvrir à l'hôpital. Oh. Et souvent, c'était de quoi m'occuper pendant les chimios. Des amies libanaises qui étaient là-bas? C'est des amies libanaises qui étaient, la plupart, au fait, je sais pas, je pense que je suis tellement émue que je perds mes chiffres, mais je pense on est 9. Et il y en a, et les 9, elles, tout ensemble, ont décidé de se réunir pour me faire 9 cadeaux. Et puis, j'ai une copine qui a pu aussi être là et justement qui est même venue avec moi à quelques chimios. Et ça, c'est vraiment une idée qu'on peut. Ça, c'est franchement, c'est magnifique. C'était magnifique. Elles m'ont même fait des films, et surtout pour la 16e chimio, c'était une vidéo, un montage avec sur Beat It, d'ailleurs, de Michael Jackson. Donc, il fallait que je devine le nom de la chanson. Oui. Et ce n'était que après avoir deviné le nom de la chanson. Donc, ils m'ont fait tout un petit jeu. Un petit jeu pour deviner la chanson. Oui, comme un jeu de piste. Et une fois que j'ai deviné que c'était Beat It de Michael Jackson, et là, j'avais la vidéo de Beat It sur laquelle toutes les filles dansaient dessus. Et puis, aussi, ils ont demandé à la famille. Chacun a dit un petit mot. Et... Moi, je trouve que c'est génial d'insuffler comme ça des idées. C'est vrai que moi, j'avais de mes belles-sœurs. À chaque retour de chimio, il y avait un bouquet de fleurs devant ma porte. Et ça donne et je trouve que ça donne une dimension tellement magique, en fait. Donc, mais quel beau cadeau, hein. Mais je pense surtout, au fait, tu sais, quand on a un cancer, ça remet un petit peu les choses... Enfin, un cancer ou toute autre maladie. Donc, je pense que quand notre santé est affectée, je pense qu'on a vraiment un retour à l'essentiel. Maintenant, il y a une patiente que j'avais rencontrée, Sarah. On s'est rencontrées toutes les deux dans la salle d'attente à l'hôpital. Et un jour, elle m'a dit, je pense que le cancer, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est arrêtée, plutôt que de toujours courir, parce que finalement, dans la vie, on court tous les jours, tout le temps. On a toujours des choses à faire, on est toujours tendu, pressé. Et donc, c'était la première fois qu'elle s'arrêtait. Elle m'a dit, c'est la première fois que je m'arrêtais, que je fais attention à moi et que je prends soin de moi. Oui. Et je pense que quelque part, on a aussi un retour à l'essentiel. Donc, retour à notre petit cocon, les gens qu'on aime, ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on aime faire. Oui, voilà. Gestion des priorités. Gestion des priorités. C'est quoi les priorités, moins finalement dramatisé sur beaucoup de choses. Oui. Plus humble. Oui. Plus de gratitude, peut-être aussi. Tout à fait. Oui, humilité, gratitude. Voilà, j'ai peut-être envie de raconter encore une petite histoire qui m'est arrivée... Justement, donc voilà, je suis maman de 2 petites filles et sur le chemin, comme je dépose mes filles à l'école tous les matins, donc on habite à 500 mètres de l'école. Et donc je croise une maman aussi. On se reconnaît entre nous parce que 2 femmes au crâne rasé, ça n'arrive pas très souvent. Donc voilà. Ah, tu fais des chimios, je fais des chimios. Tu fais de la radio, je fais de la radio. Tu t'es fait opérer, je me suis fait opérer. Et donc quelque part, on était main dans la main sans se connaître, à passer par les mêmes étapes. Et c'est marrant parce que je pense que j'étais sûre que je guérirais de ce cancer. Donc pour moi, ce n'était qu'une épreuve et il n'y avait pas d'autre possibilité. Et justement, quand ma chirurgien, Dr Carly, m'a annoncé que les pronostics étaient très bons après l'opération et après avoir fait l'étude
De la tumeur? De la tumeur. Oui. Enfin, oui, tu sais, une fois qu'ils avaient tout enlevé. Oui, c'est ça, la biopsie. La biopsie, en fait, que voilà, que tout était bon. Et donc, justement, elle m'a annoncé que les résultats étaient très bons. Et donc, j'ai trouvé bizarre parce que sa réaction était un peu comme mais pourquoi t'es pas très heureuse que je te l'annonce? Mais je pense que quelque part, j'étais tellement sûre que j'allais guérir que je ne m'attendais pas à une autre réponse. Mais je n'ai réalisé la chance que j'ai eue et quelque part la gratitude d'être toujours là aujourd'hui. C'est que justement cette maman, Chiara, que je croisais tous les matins pour aller à l'école, donc on s'était dit qu'on allait se parler. Donc c'était au mois de décembre, donc juste avant que je décide d'aller au Liban. Voilà, j'avais pas eu le temps de l'appeler au mois de décembre justement et je me suis dit tiens que je l'appellerai au mois de janvier à mon retour. Donc dès mon retour, début janvier, je l'ai appelée. Elle avait eu aussi un cancer du sein aussi? Elle avait eu un cancer du sein, oui. Mais elle m'envoie un message par écrit me disant que pour elle, les pronostics n'étaient pas bons du tout et que justement, il faisait une expérience. Donc, elle était plus en phase expérimentale, mais que, une semaine après, elle m'a dit que son foie ne supportait pas ce traitement expérimental et qu'elle était en soins palliatifs. Ouais. Et qu'elle était très bien entourée, mais voilà. Donc du coup, je la trouve aussi quelque part exceptionnelle, la façon dont elle m'a annoncé finalement qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Et je me souviens surtout de sa douceur, parce que je pense que surtout quand on n'a plus de cheveux, enfin quand on a vraiment plus de cheveux, plus de sourcils, on est très pur. Et je trouve qu'on est belle en fait. Donc j'ai vraiment trouvé que j'étais. Enfin, moi, je m'aimais beaucoup quand je me regardais au miroir. Surtout, je pense que justement pour revenir à ton titre de guerrière, je pense que quand je me suis rasé le crâne de manière consciente. Donc, l'épreuve de perdre les cheveux était très difficile. Mais à partir du moment où j'ai décidé de raser mon crâne avant d'avoir toute la chute, donc de prendre les choses de l'avant, je me suis sentie tellement mieux. C'est comme si tu prenais les rênes comme si tu prenais les rênes et je me sentais vraiment comme un super-héros, une super-héroïne. Parce que je me suis regardée au miroir, c'est un peu comme ces mangas japonais où t'as la femme crâne rasé qui est là. La guerrière, la combattante. Mais pour revenir à Chiara, donc cette femme justement, elle m'annonce que pour elle ça allait très mal et qu'il y avait des métastases et que c'était la fin. Ouais. Et c'était pas quelqu'un que je connaissais assez que pour aller à ses côtés, mais quelque part je me sentais très liée à elle parce qu'on avait vraiment la même histoire, sauf que les débouchés n'étaient pas les mêmes pour elle et pour moi. Ouais. Et donc, je lui ai dit qu'à ma façon, j'avais envie d'être à ses côtés et que j'allais lui envoyer un morceau de musique chaque quelques jours parce que je trouve que la musique, ça nous soutient beaucoup dans nos émotions, dans nos différentes étapes par lesquelles on passe. Et un jour, j'avais envoyé 3-4 morceaux et je pense qu'au 4e morceau, je reçois un message de son mari qui me dit qu'elle n'était plus là. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et ce n'est que là que j'ai réalisé que j'avais de la chance d'être ici aujourd'hui. Oui. Donc, c'est fou, comme il faut parfois un détonateur pour... Il m'a vraiment fallu un détonateur de 2 mois pour réaliser la chance que j'avais. Ah oui, donc c'est à ce moment-là que tu as vraiment, imaginé peut-être que la fin aurait pu être là. Que la fin aurait pu être là. Et je trouve que c'est toujours difficile, d'entendre que d'autres sont touchés. Je trouve aussi même les journées de contrôle, en fait, quand on entend que tout va bien. Je pense toujours aux autres, en fait, qui sortent de leur journée de contrôle, qui apprennent qu'elles ont des métastases. C'est des événements marquants, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, tu connais encore Elle avait un enfant. Elle avait 3 enfants, dont un qui avait moins de 1 an, donc tout petit. Dans la même école que tes enfants, quoi. Ouais. C'est toujours très marquant et très triste et révoltant, même aussi parfois. Alors, détecté à temps, il y a 90% de chances de guérison, mais en nombre absolu, il faut quand même savoir que le cancer du sein reste le cancer qui tue le plus. Alors évidemment, loin de moi l'envie d'effrayer qui que ce soit ici, mais j'en profite pour rappeler à quel point le dépistage est important. Et dire aussi que la science cherche encore pourquoi certains cancers du sein métastasent ou pas. Et c'est la fameuse étude Aurora qui est menée par Big Against Breast Cancer. Donc voilà, je pense que c'est important de rappeler que le cancer du sein n'est pas un tout petit cancer qui se soigne toujours très très bien. Donc voilà, c'est important de le savoir. Quels sont tes rêves pour ton projet ? J'aimerais bien simplement, je pense que j'aimerais bien avoir une très belle boutique atelier où je pourrais recevoir du monde. Parce que, donc là maintenant, justement en boutique, ce que j'essaye de faire, c'est un peu sur 3 mois, faire de sorte à expérimenter tout ce que j'aimerais expérimenter et tester dans ma boutique réelle que j'aurai par après. Donc c'est une boutique atelier chaleureuse où il y a plusieurs événements, où je reçois du monde, où les gens se sentent à l'aise, donc autant venir voir des chaussures.
et acheter des chaussures et suivre des ateliers, mais aussi simplement passer boire un petit café, boire un petit verre un vendredi soir, de 6 à 8. C'est un peu l'accueil à la libanaise, oui. finalement. Et en musique ça. Toujours, ça et c'est toujours... sûr. Ah oui, parce que j'ai lu dans ton article que tu étais DJ, je sais pas comment... DJ, une femme DJ. Ah écoute, donc quel type de musique? Un peu tout, oui. Donc, j'étais pas DJ électro, je faisais des mixages, mais c'était plutôt de la musique recherchée, de bons petits morceaux, un peu de tout, de rien. Fantastique. Donc, mais de quoi mettre une belle ambiance. C'est vrai que quand on est rentré dans la boutique, il y avait de la musique. Oui, et je trouve ça chouette. Est-ce que tu voudrais peut-être toucher des femmes qui ont le cancer pour qu'elles viennent à l'atelier ou pas spécialement? Je me suis dit que ce que je pourrais faire, et justement, on en avait parlé avec Mathilde une fois, c'est de peut-être donner des ateliers à l'hôpital de temps à autre. Génial. Donc ça, ce serait. J'ai pas encore décidé exactement ce que je ferais, mais c'est peut-être une idée. Ça, c'est toujours un petit peu la question piège. Comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? Ah oui, ça c'est une vraie question piège. Tu peux même avoir un petit peu de temps pour réfléchir. Je pense que quand peut-être pour reparler un peu du cancer et de cette épreuve, enfin ça reste une épreuve de vie. Bon, quand on est touché par ça, il y a les gens qui sont autour de nous, chacun va nous appeler, nous dire, nous donner des mots de soutien. Il y en a beaucoup qui passent par une oreille, qui sortent par l'autre, parce que c'est peut-être pas les mots qu'on a envie d'écouter. Mais j'ai mon oncle qui m'avait dit, ce cancer ne sera qu'un incident de parcours et ça remettra tes perspectives en place et tu en sortiras grandi. Et tu l'avais dit pendant la maladie? Non, il me l'avait dit avant. Avant la maladie? Il me l'avait dit avant. Oui, ça c'était... Et j'ai trouvé que c'est une phrase que j'ai pas oubliée depuis. Et est-ce que lui il avait connu le cancer aussi? Non, mais j'ai trouvé qu'il avait simplement les bons mots. Et je ne sais pas comment il a eu cette capacité, parce que je pense que c'est très difficile, parce que souvent ce qu'on nous dit c'est oui, tu es courageuse, tu es une battante, tu es forte, mais finalement, est-ce que ce sont des mots qu'on a envie d'écouter? Et puis, bon, ça rassure souvent ceux qui le disent. Ça rassure ceux qui le disent, mais oui. Nous, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment courageuse? Est-ce que je suis vraiment une battante? Est-ce que je vais vraiment m'en sortir? Oui, ça peut être vécu un peu comme une injonction et qu'on n'a pas toujours envie d'être courageuse. Mais oui, c'est aussi une phrase assez risquée parce que... Parce qu'il ne connaissait pas le outcome, il connaissait pas le... Oui, et c'est une phrase, j'en ai justement parlé dans un blog, c'est la phrase de Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais. Est-ce qu'on a envie de l'entendre au début de l'épreuve? Bon, probablement de lui, en fait. De personnes proches, de personnes qu'on aime ou de personnes qui ont connu la maladie aussi, d'entendre ce qui ne te tue pas va te rendre plus fort. Mais certaines personnes n'ont peut-être pas spécialement envie d'entendre ça, donc tu peux la répéter. Oui, donc c'était Émile qui m'a dit « C'est un incident de parcours, ça remet les perspectives en place et tu en sortiras grandi. » Et comment tu trouves l'après-cancer maintenant? Est-ce que tu trouves que c'est difficile ou comment tu vis l'après-cancer? Oui, t'es juste dans l'après parce que tu viens de terminer ton dernier traitement. Je pense que je le vis bien. Je le vis bien dans le sens où, il y a toujours cette petite angoisse d'un retour, naturellement. Mis à part, si je mets cette petite angoisse de côté, je pense que... Confiance en la vie. J'ai confiance en la vie, confiance en moi-même, plus d'humilité, comme on avait dit avant. Oui. Donc... plus de tendresse envers moi-même, je pense aussi. Donc si j'ai pas le temps de faire quelque chose, j'ai pas le temps de faire quelque chose. Ou si j'ai pas envie de faire quelque chose, j'ai pas envie de faire quelque chose. Donc je me mets moins de pression et d'objectifs. Oui, bon, écoute, on va terminer par cette belle note. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait l'écoute toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!